Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, Mahmoudov et Keane à l'école de la boxe, le retour de Jim. Et Canelo choisira-t-il un troisième affrontement contre Golovkin? Et c'est avec beaucoup de bonheur que j'accueille Monsieur Laurent Poulain. Bonjour Laurent. Salut Francis, je commence à me remettre de mes émotions du gala de jeudi passé. Oui, et juste avant de commencer, je dois dire à tout le monde que ce balado est produit en collaboration avec Groupe Yvon Michel. Laurent, on s'est rencontrés samedi soir au cabaret du Casino de Montréal, là, dans une ambiance feutrée, qu'on pourrait dire, hein. C'était assez intime, puisque c'était présenté à Ouais. huis clos. C'était Eye of the Tiger Management là, qui relançait pour une énième fois la boxe au Québec, parce que hein, c'est comme un peu le confinement, déconfinement, restriction, pas restriction, ça vient qu'on ne sait plus. Là, c'est toujours un nouveau départ. Et gala qui mettait en vedette Arslanbek Mamoudov et Simon Kane. Et toi, Laurent, tu jamais peur des opinions tranchées. Et tu t'attendais à une féroce opposition de Marius Wack. J'espère que je le prononce bien. Et bon, ça s'est pas rendu à la limite, mais d'un autre côté, ça a quand même été extrêmement intéressant le temps que ça a duré. Victoire de Mamoudov par arrêt de l'arbitre au 6e round, là. Il avait posé les premiers jalons de sa victoire au 5e round, là. Marc Ramsey nous a dit après le combat qu'il savait que c'était terminé, là, que Mamoudov avait shaké les canisses de Wack et que ben, il avait juste à accueillir le fruit mûr au 6e. Mais il était content parce que dans le fond, pour la première fois depuis le début de sa carrière chez les pros, Mamoudov se retrouvait dans un vrai combat de boxe. Qu'est-ce qui a fait que le Polonais a été capable là, de lui donner quand même du fil à retordre pendant c'est un combat prévu pour 10 rounds, là. Pendant les 4 premiers rounds, ça a quand même été chaudement disputé. Le Polonais s'est fait respecter hein, au troisième. C'est la première fois que Makhmoudov perdait un round chez les professionnels. Je pense qu'il y a juste un des trois juges, par exemple, qui l'a donné à Marius. Mais Marius, moi, je le trouvais bon. Tu sais pourquoi je le trouvais bon? Je trouvais que Marius, là, comment qu'on le prononce, là, je vais dire vache ou Wash. Je sais pas, Francis, comment le prononcer. Toujours, je vais l'appeler Marius. Mais je trouvais que c'est un excellent boxeur. C'est quelqu'un qui prend toujours des bonnes décisions dans le ring, mais à son âge, quand il décide de lancer le 1-2, c'est un peu plus lent à arriver à sa cible, ce qui offre une chance à l'adversaire de s'en remettre. Mais on le voyait par ses comparables. Tu sais, il avait fait. Et le combat contre Dillian White, ça avait été une guerre où les gens se plaignaient de la décision, parce que ça fait pas 25 ans, là, ça fait 2 ans et demi. Je savais que par les comparables, heu, il allait faire des rondes. Puis là, il les a vraiment à la différence de Jonathan Rice, lui, il fait pas juste des rondes, il essaye de gagner. Tu sais, les 4 premiers rounds, il lançait, il se battait. On a vu des échanges pour la première fois. Puis vraiment, Marius vient vraiment d'aider, Arslanbek Makhmoudov dans son développement parce que tu peux pas passer de victoire en moins d'une minute à un combat de championnat du monde directement. Ça prenait, l'entre-deux, puis là, ils viennent d'aller en chercher un 1er entre-deux, d'aller chercher un adversaire qui, en plus de faire des rondes, était combatif. Ouais, parce que c'est quand même quelqu'un qui possède, tu sais, énormément d'expérience, sur la scène internationale, là. Des adversaires comme Mamoudov, il en avait déjà vu dans le passé. Il a pas nécessairement, tu sais, gagné, notamment quand il avait affronté Klitschko, mais il est quand même en mesure de tirer son épingle du jeu, dans le ring. As-tu été, Marc Ramsey, lui, semblait, tu sais, dire que Mamoudov, s'est laissé un peu trop emporter par ses émotions. Est-ce que tu penses que c'est vraiment le cas ou ça démontre qu'il y a peut-être des, tu sais, la transition de boxeur amateur, boxeur professionnel, là, c'est toujours une constante évolution. Est-ce que tu as vu des lacunes techniques ou c'est vraiment tu as senti que c'était il avait perdu le contrôle de ses émotions dans ce combat-là? Non, j'ai déjà étudié ce phénomène-là dans ma tête. Puis chaque boxeur qui est un cogneur arrive à un moment clé dans sa vie où il se rend compte qu'à un certain niveau, ça tombera pas ou ça tombera pas, rapidement. Tu sais, si tu te rappelles, un boxeur comme Golovkin, il les envoyait tout au sol. Quand il est arrivé dans le top 5, il a fallu qu'il se rende à des décisions. Mais Makhmoudov, c'est la même chose. Il va arriver face à un phénomène où les boxeurs ne tomberont plus et là, il devra se poser la question, ben, je dois gagner des rondes puis aller chercher aussi des décisions des juges. Ils vont pas rendu dans le top 5, ça tombera plus comme des mouches. Il va falloir qu'ils collectent les 19. Puis aussi bien qu'ils vivent, cette frustration-là, au Casino de Montréal contre,
le boxeur, polonais de 42 ans que qui vivent, ça rendu, tu sais, à Las Vegas, dans un combat de championnat du monde. Fait que je pense que c'est parfait et c'est à ça que ça sert les combats, au Casino de Montréal, c'est à vivre les expériences avant le grand examen. Ouais, parce qu'on a vu, il a dépensé énormément d'énergie, là. Il mettait vraiment toute la sauce dans chacun de ses coups, même quand il y avait des corps à corps, tu sais, des fois, on dit, bon, un des stratégies des poids lourds, c'est de mettre tout son poids, justement, sur son adversaire le long des câbles pour, l'épuiser, mais on a l'impression que c'est lui-même qui s'épuisait quand il faisait ça. Ben, ça doit pas être simple, hein, essayer d'épuiser un gars de 6 pieds 8, 280 livres. Et aussi, Francis, j'avais un commentaire. Les gens, je disais les médias sociaux, puis les gens disent: «Ah, on a découvert des lacunes de Makhmoudov», mais là, je vous l'annonce, ça existe pas vraiment des boxeurs, parfaits, tu sais? Je veux dire, ils ont tous, un ensemble de qualités qui font que là, ils essayent d'aller en championnat du monde. Tu sais, est-ce que Makhmoudov est parfait techniquement? Je pense pas, mais il est tellement brutal et robuste que c'est ça qui fait la différence, puis qui crée un raccourci avec lui. Donc, on va espérer qu'il soit assez brutal pour se rendre, au championnat. Ouais, parce que quand on le compare, mettons, aux boxeurs qui sont présentement champions du monde ou ceux qui sont les plus, populaires, tu sais, à leur 14e combat, ils affrontaient pas, nécessairement, des boxeurs du calibre, de Marius, là. L'exemple le plus probant, c'est Deontay Wilder. On a vraiment monté ça tranquillement, mais sûrement. Puis, tu sais, quand tes combats font, pratiquement pas de round, que tu liquides tous tes adversaires, c'est bien clair que ça prendra jamais, hein. On pense à un exemple comme David Lemieux, par exemple, hein, qui battait tous ses adversaires facilement quand il est arrivé contre Rubio, qui était pas nécessairement, le meilleur de la Ouais. division à ce moment-là. Il en a arraché, là. C'est oui, contrôle des émotions, contrôle de l'énergie aussi parce que veux pas les émotions, ça peut, tirer du jus énormément, dans un combat de boxe. Les émotions, là, ça fait faire des erreurs, ça. C'est Il y avait également, Simon Keane en demi-finale, un boxeur qui suscite vraiment les passions, hein. Je pense qu'il autant il y a des farouches partisans parce que, ben, ça reste un poids lourd, puis il y a de l'engouement pour les poids lourds québécois. Il y en a toujours eu, là, ça a pas commencé, depuis le début de sa carrière. On dirait d'un autre côté aussi que les attentes sont est-ce qu'ils sont démesurées par rapport à lui? Puis je vais m'expliquer, c'est Simon King a participé aux Jeux, olympiques, puis là, les détracteurs vont dire: «Bon, il s'était qualifié par la porte de derrière», mais bon, peu importe, un coup que tu es aux olympiques, tu es un olympien, puis, peu importe la discipline, là, c'est quand même un exploit de se rendre jusque-là. Il bat Tony Yoka qui, lui, va devenir champion olympique à l'édition suivante, à Rio. Puis là, c'est comme j'ai l'impression que il faudrait qu'il soit parfait, chaque combat. Il faudrait qu'il gagne tous les rounds. Mais tu sais, on voit c'est un boxeur qui a des grandes qualités, mais qui a aussi des grands défauts. Là, il y a eu un changement d'entraîneur. Ça fait 1 an, qu'il travaille avec Vincent Auclair. Tu sais, Vincent Auclair, dans son entrevue d'après-combat, dit: «Ben, il y a encore beaucoup de choses à travailler, notamment, les mains basses». Il disait: «Tu sais, on a travaillé ça dans le gymnase, ça fait je sais pas combien de temps, on répète, puis là, on arrive dans le combat, puis il le fait pas, puis là, on lui dit dans le coin: Lève les mains, il faut garder les mains hautes», puis là, ben, il le fait, puis oups, là, le chassé naturel, il revient au galop. Marc Ramsey, on sait qu'il est maintenant entraîneur principal chez Eye of the Tiger, disait: «Ben, ça, c'est du très long travail. Des fois, ça prend 6, 8, 9 mois travailler sur un petit détail, puis tu pars 1 mois en vacances, tu reviens, puis tout est oublié». Ça prend, tu sais, ça prend beaucoup de temps. Est-ce qu'on est injuste envers Simon King, tu trouves? Ouais, on est injuste envers Simon Kane, puis moi, j'étais en colère depuis à peu près, jeudi soir à cause de ça. Puis c'est moi, j'ai trouvé la réponse, là. C'est que le promoteur a fait une job de promotion avec Simon Kane. Tu sais, il a parlé beaucoup. À un moment donné, il l'a mis dans la même phrase qu'un Klitschko. Puis après ça, il a fallu qu'il s'explique, il dit: «Ah, au point de vue du style». Puis là, les gens ont tout mélangé ça. Puis Simon a une petite tendance à polariser, tu sais, par ses opinions ou par sa coupe de cheveux. On a vu et quand même, on l'a vu, avec un chandail de Donald Trump, ce qui est pas le meilleur truc pour être populaire au Québec. Puis là, le pauvre Simon, il a comme polarisé un peu tout le monde. Les gens avaient des attentes et là, il est arrivé Arslanbek Makhmoudov qui l'a complètement dépassé dans l'échiquier et Simon, qu'on espérait,
va être un boxeur top 15. On a découvert que c'était peut-être plus un boxeur top 50. Et là, les gens ont une petite tendance à casser du sucre sur lui. Mais moi, j'ai pour mon dire, Francis, nos boxeurs ne pourront pas tous être champions du monde. Moi, ça me dérange pas, un bon combat entre le numéro 50 puis le numéro 49. Exemple, comme on a vu, jeudi passé. Les 2 sont allés au tapis, au 6e. Simon se relève, gagne le combat. Je veux dire, il y a pas personne qui a changé de poste derrière sa télévision, puis nous, on n'est pas retournés dans nos notes, là. Nos yeux étaient rivés sur l'écran. Donc il est où l'équilibre entre, donner un bon spectacle puis espérer avoir des boxeurs qui vont tous devenir champions du monde? Je le sais pas, mais Simon Kane, ce qu'on a vu, c'est ce qu'on risque d'avoir parce que moi, je crois pas à l'idée que tu peux réellement t'améliorer rendu à son âge, là. Moi, je le vis, là, je suis rendu à un âge avancé puis je m'améliore plus. On passe tous par là. Mais il a quand même bien réagi, tu sais, d'une certaine manière, parce Ben qu'il aurait oui, pu, après, c'était vraiment une grosse frappe là, qu'il a reçue. Puis c'était pas un coup chanceux de la part de Winters. Là, il savait ce qu'il faisait, puis il a saisi l'ouverture, il avait étudié le style, puis on était quand même prudent par moment. Il était attentiste d'une certaine manière, puis il a trouvé l'ouverture, puis tu sais, c'est à l'honneur du boxeur américain, mais Keane, bon, a profité de l'indiscipline aussi de Winters, là, qui était trop pressé de décoller du coin neutre. L'arbitre a quand même fait son travail. On a déjà vécu cette controverse-là avec Lucien Boutin, notre premier combat contre les Bredo Andrade. Mais bref, tu sais, c'est comment on se relève, c'est ça qui compte. Puis dans le cas de Simon Keane, après cette chute-là, c'est ressaisi, puis a dominé le reste du combat. C'est sûr qu'il y a toujours comme une appréhension. Tu sais, là, maintenant, ça fait 2 fois qu'il va au plancher depuis le début de sa carrière. Aussitôt qu'il va se retrouver comme d'une certaine manière en danger dans un combat, va appréhender le fait que, oups, là, c'est déjà arrivé, ça peut très bien revenir, surtout si le niveau d'opposition continue d'augmenter dans le cas de Keane. mais Comme tu justement, dis, c'est une. Francis, j'ai hâte de voir l'avenir de Simon Kane parce que ça pourrait être, facile pour lui d'accepter un combat parce que je regardais même en fin de semaine, il y a beaucoup de poids lourds de 9-10-0 qui ont des gros promoteurs dans leur pays. Tu sais, chaque pays a son poids lourd qui est en train de partir. Puis Simon Kane, ça peut devenir intéressant à cause de sa fiche, à cause de son look, à cause que c'est un Olympien. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de prospects de 9-10-0 avec des grosses promotions. Qu'à un moment donné, vont garrocher un 300 000 Canadiens pour mettre Simon Kane sur leur carte de visite. Là. Ça va être intéressant de voir comment Eye of the Tiger va gérer ça. Est-ce qu'ils vont garder Simon pour le circuit de Shawinigan? Puis, exemple, il va affronter un des fils de Tommy Morrison, puis on va vendre des billets, ou est-ce qu'ils vont laisser Simon aller à l'étranger, faire une grosse paye dans un combat où il ne sera clairement pas le favori? Ah, on l'avait vu hein, avec Éric Martel à une certaine époque, il avait gagné des combats qu'il n'était pas censé gagner. Puis là, ben, les appels de l'international sont venus. Il avait notamment affronté Brown en Ouais, Grande-Bretagne. ouais. Puis on sait que présentement, le moton est là-bas, là, avec Eddie Hearn. Pour Donc, l'anecdote, Éric Martel-Baoli a encore un trou sur le bord de la mâchoire que Lucas Brown y a fait. Ouais. On sait que Lucas Brown s'est fait prendre après avec des substances, fait qu'il se demande toujours s'il s'est fait faire un trou par un un boxeur légitime. ouais, non, ben, on voit à quel point c'est les produits dopants en boxe, ben, c'est une problématique qui existe depuis toujours, là, mais ça peut avoir des conséquences là, vraiment terribles. Euh, Dans le cas de c'est ça, Simon Keane, tu sais, il y a pas de déshonneur à être un bon boxeur de calibre nord-américain. On l'a déjà vu, on dirait, tu sais, on est habitué par ces boxeurs qu'on a connus dans peut-être les quoi, 10-15 dernières années. Tu sais, qu'on est arrivé avec la ferme intention de dire on prend un boxeur, que ce soit un boxeur qui a été formé ici, par exemple, comme Adonis Stevenson, ou un boxeur qu'on attire de l'étranger parce qu'on dit ben, on va être capable de le développer, comme on a fait avec Lucian Boutet. Là, il y a des boxeurs aussi comme Jean-Pascal formé ici qui deviennent champions, puis qui, en plus de ça, tu sais, défient les grandes vedettes de la boxe. Fait que ça fait en sorte que Bernard Hopkins est venu ici 2 fois. Chad Dawson, qui était un des meilleurs boxeurs livre pour livre. Est-ce que
sais, j'ai l'impression qu'on a comme goûté à quelque chose de vraiment exceptionnel, puis là, c'est comme un peu la mesure étalon qu'on met, puis tout ce qui est en bas de ça, c'est comme ordinaire. Ben, d'un autre côté, une carrière, par exemple, comme Jean-François Bergeron qui a mené, un Olympien justement qui s'est battu une fiche, puis à un moment donné, ben, on le teste contre Vallouev, il a pas démérité, mais c'était pas le même calibre, puis c'est correct, là, ça en fait pas un moins bon boxeur ou un individu de moindre qualité, là. C'est un peu de ça aussi qu'on est trop influencé par, les succès, ben, tu sais, c'est des grands succès, là. On pense notamment à Jean Pascal ou Lucien Boutet. Ouais, je pense qu'on oublie, à quel point c'est difficile de devenir champion du monde, encore plus, heu, de nos jours là avec, des fois tu as quelqu'un qui va unifier la division puis va garder tous les titres ou, l'histoire des promoteurs. C'est difficile d'aller dans le top 15. Puis chez les lourds, tu sais, Jean-François Bergeron, tout le monde va dire qu'il a eu une belle carrière, tu sais, rappelle-toi Patrice Lheureux, quand il a été arrêté par Steve de Storm Panel. Panel avait perdu ses 5 derniers combats, tu sais, je me suis levé ce matin puis je me suis dit: «Une chance les médias sociaux n'existaient pas dans ce temps-là». Tu sais, Patrice Bergeron, c'est à peu près Patrice Lheureux, c'est l'homme à peu près le plus aimé de l'histoire de la boxe québécoise. Imagine qu'est-ce que les gens auraient écrit à l'époque. Je pense que les médias sociaux, Francis, ça nous a rendus tous plus mauvais. Ouais, non, on le voit là, Mmh. présentement dans Grande toutes les sphères de la affirmation. société, on est à fleur de peau, hein. Ah Est-ce qu'il y a un ouais. marché quand même à l'international, tu sais, pour en plus de Simon King? Est-ce qu'il y a d'autres boxeurs? Parce que là, je pense qu'on disait pour Mamoudov notamment, on lance le nom de Carlos, Takam, là, qui est un boxeur, qui a une réputation enviable. Mais d'un autre côté, Carlos Takam, il doit quand même demander un certain pécule, là, pour se déplacer. Tu sais, je me souviens, il s'était entraîné, heu en marge d'un affrontement d'Anthony Joshua. Il servait d'adversaire de remplacement. On lui donne un chèque pour qu'il s'entraîne. Puis là, Ah à la oui, dernière minute, on lui dit ben, hey, oups, on est dans le trouble, viens-tu finalement affronter Joshua? Tu sais, comme, comme tu disais Duhaupas avait fait précédemment, avec, Duhaupas avait fait ça en running shoe, contre, Povetkin en Russie. Il avait remplacé, Berman Stiverne. tu sais, comme tu disais tantôt, tu sais, chaque pays, tu sais, il y a beaucoup de boxeurs là, qui participent aux Jeux olympiques. Là, tu sais, c'est de plus en plus international le sport. On voit avec Ergovic, tu sais, qui représente la Croatie. On avait beaucoup investi au Royaume-Uni, mais tu sais, il y en a toujours ponctuellement qui arrivent. Et c'est quoi les noms qu'on peut, peut-être de joueurs «autonomes» entre guillemets, des gens qui sont pas associés à des grandes compagnies de promotion, à l'international? Tu parles chez les poids lourds? Chez les poids lourds, à OK, part les noms Takam, il y a que je quoi? vois pour Peut-être a pour affronter, ben, moi, il y en a un que c'est comme un classique, là, un boxeur, Christian Hammer. Moi, c'était c'était mon plan parce que Christian Hammer a affronté, Yugi Fury. Puis si tu regardes, il y a beaucoup des anciens adversaires de Yugi Fury qui ont fini contre Makhmoudov, puis que Makhmoudov a fini plus vite que Fury. Tu sais, que ce soit, Joseph Parker, on vient de voir, Marius. Ça, c'est un peu mon idée. J'ai hâte de voir. Ça va prendre certainement un adversaire qui a un menton. C'est Takam et Hammer se qualifient. Mais je ne sais pas, Francis, comment ils vont dénouer tout ça, parce que l'idée, c'est un moment donné, là, Takam, je ne sais pas s'il vient de le nommer, il a quand même plus de 40 ans, là. Un moment donné, il va falloir trouver un top 10 de 28 à 24 à 34 ans quelque part, là. J'ai hâte, bien hâte de voir comment ils vont le dénicher parce que moi, si j'étais un boxeur classé, j'aurais une petite tendance à me tenir loin d'Arslanbek Makhmoudov, ne serait-ce que pour sa musique d'entrée, moi, il me fait peur. Fait que il y a pas d'intérêt à affronter Makhmoudov. Il va falloir, il y a deux solutions, OK? Soit, un hasard ou soit que Camille va déplier beaucoup d'argent puis il va se tanner. Camille a quand même le luxe de se payer un raccourci, avec ses moyens financiers. ouais, ben, nous disait samedi après le combat de Mamoudov justement qu'il allait faire beaucoup de lobbying pour qu'il, gagne des places, je pense que c'est le WBC là, notamment qui est visé pour qu'il se retrouve dans le top 5. Puis là, il dit: «Ben, à partir de ce moment-là, c'est pas vrai que les futurs adversaires ont quelque chose à part l'argent, qu'ils ont rien à gagner. On aurait une position dans le top 5. Peut-être Et que, tu sais, ça Francis, va juste ça je suis en mode anecdote là, mais ça a déjà fonctionné cette stratégie-là, hein. Quand, Kusto Clayton est allé chez Eye of the Tiger, Camille a téléphoné les 3 aspirants en haut de lui à la WBO. Il a mis plus de 6 chiffres sur le contrat.
Puis il a envoyé ça, au commissaire de la WBO. Quand il y a eu les 3 refus, le commissaire a avancé Clayton de 3 rangs, disant l'offre, salariale était bonne. Donc, il y a des techniques en boxe pour monter au classement sans nécessairement le faire sur un ring. Donc oui, Camille pourrait réussir son pari avec le lobbying. À suivre. Dans les autres, combats qui étaient présentés sur cette carte-là, Marc Ramsey avait quand même, depuis, sa nomination, je dirais pas mis la barre haute. Tu sais, c'est certain que c'est pas tous les combats qui seront, tu sais, chaudement disputés, mais il disait ça fait un peu partie du contrat tacite qu'on a avec les amateurs, si on veut les ramener, si on veut, susciter l'intérêt, il faut offrir des combats compétitifs. Puis, en début de carte, c'est ce à quoi on a eu droit. Leila Baudouin qui affrontait Monica Selene Alcala. Un combat, qui a été, remporté sur le fil, hein, des cartes de 58-56 pour la québécoise. Même certains là, disaient que c'était peut-être même un peu plus serré. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu croyais que la Mexicaine méritait un meilleur sort ou que les pointages sont, La boxe étant un combat où on juge chaque ronde, moi, j'ai vraiment vu, Layla survoler les 4 premiers rounds et perdre clairement les 2 derniers, donc ça fait 4-2. J'ai même déclaré, à Layla après le combat, je lui ai dit: «Layla, si tu boxes toujours comme les 4 premiers rounds, tu vas être très dur à battre». Mais elle m'a dit: «Laurent, le problème, c'est un combat de 6 rounds». J'ai dit: «Ouais, ouais, ça va être à toi d'arranger ça dans l'avenir», mais on a vu, tu sais, c'est juste une question d'inactivité, puis on a tous subi la COVID en même temps, mais on a vraiment vu moi, j'ai vu Léla, une fille qui a profité, de l'inactivité puis de la COVID pour clairement être meilleure qu'avant comme boxeuse et on a tous été un peu choqués par les photos de pesée officielle. Tu sais, avant, on avait comme une fille qui allait se peser. Là, on a vraiment vu une athlète de pointe. On a vu quelqu'un qui a sacrifié la dernière année pour, aller être au sommet de sa forme physique. C'est clair qu'elle a pas chômé dans le gymnase, puis mais il va falloir la suivre. ouais, puis, un peu comme on l'avait vu, tu sais, David Lemieux dans son combat contre Rubio, à un moment donné, s'était tourné vers la foule, avait un peu, tiré la langue, puis, tu sais, montré qu'il était un peu au bout de ses ressources, là. Dans le sixième et dernier round, Anna s'est tournée vers son coin. Là, c'est l'avantage des huis clos, hein, on entend tout ce qui se dit. Et il reste combien de temps? Là, 30 Ah secondes. Oh oui, boy, OK. il était temps que ça Heu, finisse. c'est ça, ça demande beaucoup, tu sais, même si c'est des rounds tu sais, souvent on dit: «Hey, on veut passer à des rounds de 3 minutes», tu sais, on voit que même 2 minutes, ce serait le cas si c'était chez les hommes aussi, là, tu sais, ça demande tellement d'énergie, là, tu sais, Ouais, dans mon état actuel, je serais pas en mesure, là, de de non, non, toi, tiens-toi de loin des faire. combats de 6 rondes. Sinon, Luis Santana aussi, ben, tu sais, il y a comme une nouvelle génération de «boxeurs» entre guillemets qui, tu sais, on n'a pas trop eu la chance de les voir, en chair et en os. Tu sais, des fois, ils se battaient sur les cartes organisées au Mexique ou, d'autres fois, c'est ça. Ça fait toute la différence de les voir, de près. Luis Santana a déjà été champion canadien, hein, si ma mémoire est bonne. Ouais. Ça a pas nécessairement été un combat facile, par moment qu'il y a eu samedi, là. Il a dû, vraiment travailler fort, là, pour aller chercher, la victoire. À la fin du sixième, moi, je pensais qu'il avait glissé, là, puis qu'il s'était relevé, tu sais, c'était comme en même temps que la cloche. Fait que là, j'ai dit: «Hey, tu as glissé?» Il dit: «Oh non, non, j'ai clairement été atteint». Il dit: «Ça fait partie de la boxe, là, va falloir que je fasse attention». Luis Santana, ça va être intéressant parce que et là, tu vas trouver ça drôle. Il est déjà vieux pour la division de poids dans laquelle, il évolue à 23-24 ans, puis il est pas c'est pas le plus grand. Ma grand-mère Non, dirait vraiment pas, qu'il hein. qu'il est fait ma grand-mère dirait qu'il est fait épais, il est trapu, mais il est très fort physiquement. Ça va être intéressant de le suivre. Il est peut-être pas le le look typique d'un boxeur de sa division, il est plus petit, mais il fait bien les choses. Karim Mlili m'a dit que c'était le boxeur le plus fort physiquement, livre pour livre. Tu sais, j'ai posé la fameuse question au lieu de: «C'est qui le meilleur boxeur livre pour livre?» c'est qui le plus fort physiquement? Puis il m'a dit que c'est impressionnant les charges qu'il déplace au gymnase. Ça va être intéressant, de le suivre. Puis sinon, des victoires quand même assez expéditives pour Évry Martin Duval, Thomas Chabot Ouais. et Alexandre Gaumont. Gaumont, on a comme beaucoup
beaucoup d'attentes envers lui, hein, parce qu'on pense développer un marché du côté de l'Outaouais. Les Outaouais. Eye of the Tiger a déjà présenté des galas là-bas, mais il cogne fort. Moi, c'est ça que j'ai été, particulièrement impressionné. C'était la première fois que je le voyais, en direct, puis, tu l'impression qu'il lance des coups, puis il a pas l'impression de forcer, mais son adversaire, après 2 rounds, c'était no masse, c'était plus capable d'encaisser du tout, là. C'est quand même un phénomène de la nature, là, Ouais, du petit échantillon qu'on a pu voir. peut-être l'adversaire, tu parlais tantôt de les combats étaient mieux équilibrés, ben, bien équilibrés. Peut-être l'adversaire un peu le plus faible, là, mais il faut comprendre, ça faisait 3 fois de suite qu'on n'était pas capable de le matchmaker, comme en Pennsylvanie, puis je pense au Mexique. Fait que là, il fallait qu'il boxe, là, c'était le temps. Puis oui, un gars qui a une solide, force de frappe. À sa naissance, il est né avec, de l'anxiété, mais des marteaux dans les mains. Tu sais, ils ont fait comme un échange. Fait que là, lui, il frappe, très dur. Et oui, pour le marché de Gatineau, parce qu'un jour, Francis, on va avoir le droit d'aller à Gatineau faire d'autres combats de boxe. Je le disais un peu plus tôt, ben, il y a pas juste Eye of the Tiger, hein, qui présente, des galas au Québec. Puis d'ailleurs, le calendrier est assez, chargé, hein. Ouais. Jeudi 24 février, c'est Groupe Yvon Michel. Ensuite, 3 mars, Éric Bazignan, Steven Butler, Martine Vallière-Bisson aussi, ta préférée. Ensuite, 11 mars, Mathieu Germain, Kim Clavel, Éric Barsan. Et ben, ça se poursuit comme ça. Il va y avoir, naturellement le gala, à Trois-Rivières mettant en vedette Michael Zouski. Pour revenir au gala qui va être présenté jeudi, bon, c'est vraiment un gala style casino parce que c'est Mazloum Akdeniz qui est en finale. C'est un boxeur qui a fait sa place dans les sous-cartes de casino, là, la chance de faire une finale. Aussi, Marie-Pierre Houle, c'est le grand retour, hein, c'est son premier combat depuis les événements du stade IGA et je regardais le nom de son adversaire, Yamila Esther Reynoso, puis ben, ça me disait quelque chose, puis je me suis pas trompé parce qu'elle a déjà affronté, Chris Namus, je pense 2 fois. Mais tu Affronté l'as aussi vu tu l'as Marie-Ève vu contre Dicker. Marie-Ève. Voilà, c'est ça, contre Marie-Ève Dicker. Marie-Pierre Roux n'a pas un bagage en boxe professionnel qui est important, là. Ça va être seulement son 6e combat. Heu, Reynoso, ben, collectionne les défaites là, depuis, quelque temps, là. C'est pas, c'est une boxeuse qui avait des succès en début de carrière, mais là, c'est un peu plus compliqué dernièrement. Est-ce que c'est le bon moment pour l'affronter? Est-ce qu'on a vraiment décidé de mettre, Marie-Pierre Roux en danger? Comment tu analyses ça, ce combat-là? Mais je vais te surprendre, mais Marie-Pierre Roule, j'espère qu'elle va me pardonner, mais oui, est en danger, puis un peu par, la force des choses, tu sais, ils ont comme été obligés, j'imagine, de la mettre en danger parce que j'ai demandé au matchmaker, puis c'était très difficile de trouver une adversaire. On a vu la dernière adversaire qui finalement est allée se battre en MMA à Edmonton. Il y a pas un grand bassin, puis les gens, c'est compliqué avec le vaccin, le voyagement. Donc on finit avec Yamila, Esther et Nozo. Mais là, Francis, j'aimerais t'aviser, là. Yamila Esther Reynoso, quand elle est venue ici affronter Marie-Ève Dicker, elle avait seulement 21 ans. Puis malheureusement, les boxeuses mexicaines, ils oublient de protéger leurs fiches. Eux, ils progressent, mais ils affrontent littéralement n'importe qui. Elle a déjà affronté 2 fois Chris Namus en carrière. À son dernier combat, elle affrontait Bustos, une aspirante mondiale. C'est quelqu'un, le danger, c'est de regarder seulement sa fiche BoxRec et de ne pas penser qu'elle s'est améliorée depuis ce temps-là. Parce que si tu regardes quand elle est venue affronter Marie-Ève Dicker, il y a un seul juge, Nicolas Hainaut, qui lui donne 2 rondes. Mais moi, je me rappelle d'être avec vous autres, les journalistes, et tout le monde se dit: «Cette fille-là a clairement gagné 2 rondes», juste que ça n'a pas sorti à la carte des juges. Elle n'avait pas mal paru contre Dicker, puis elle avait seulement 21 ans. Fait imagine si elle a eu une courbe de progression, si elle n'a pas protégé sa fiche, puis elle a en plus pris des combats à la dernière minute, peut-être dans ces défaites-là contre Namus et tout, et qu'elle vient ici avec une vraie préparation contre Marie-Pierre Roule qui, pour le moment, on ne sait pas si on peut nécessairement la mettre dans la même phrase que Chris Namus ou Marie-Ève Dicker. Ça va être à elle de nous prouver ça. Si moindrement, elle n'est pas au même niveau qu'était Dicker puis Namus et que l'autre est dans sa courbe de progression, ben là, en plus,
l'adversaire est habitué de se battre sur 10 rondes, là, c'est un 6 rondes. Est-ce qu'elle va juste condenser son énergie, puis lancer encore plus de volume, puis être encore plus active parce qu'elle sait que, point de vue poumon, il n'y a aucun danger sur 6 rondes? Moi, je pense qu'on est potentiellement face à un combat dangereux. Est-ce que c'est comme la manière qu'il souhaitait développer, Marie-Pierre Houle, là, c'est-à-dire d'être un de pas être patient? Tu sais, des fois, quand on sait qu'on a une pépite entre les mains, tu sais, on prend notre temps, puis on construit la fiche, là. On a vu ça, 1000 et une fois en boxe professionnelle. Du côté de Marie-Pierre Houle, tu sais, un peu sorti de nulle part parce qu'on disait: «Ah, on a voulu lui faire une fleur, de faire une place sur nos galas parce que, bon, elle servait de partenaire d'entraînement à Marie-Ève Dicker». Là, finalement, ben, elle a quand même, elle a une masse de partisans, tu sais, elle est bien entourée aussi, là, elle est capable de tu sais, il y a une partie d'être un athlète, mais il y a aussi une partie qu'il faut, savoir, tout enrober ça de marketing, puis, s'assurer aussi de faire parler de soi, puis, tu sais, on a vu, elle a été Marie-Pierre Houle, c'est une fille qui est pas juste une boxeuse, on l'a vu, elle était au front, là, quand ils ont demandé le 1er déconfinement pour les sports de combat, là. C'est quelqu'un qui Ouais. s'exprime extrêmement bien, là. C'est une fille très intelligente, donc peut-être dans le fond, il y a pas de temps à perdre d'une certaine manière parce qu'elle a pas, 20 ans non plus, là. Non, mais j'ai tendance à croire là, qu'ils voulaient monter, une marche à la fois, puis que par la force des choses, ils ont été obligés d'en monter 2. Et donc, moi, je vois vraiment ce combat-là, sans dire, c'est pas un combat piège là, mais disons que tout doit être parfait dans la préparation, là. C'est pas le temps de sauter une nuit de sommeil, là. Il va falloir que Marie-Pierre soit à son meilleur pour en découdre avec, Reynoso. Sur cette carte-là également, Alexis Barrière, ben, un autre poids lourd, de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. A été champion, canadien. Bon, c'est son 5e combat, mais je sais qu'il y a quand même des attentes par rapport à lui, là, dans ce sens que c'est un boxeur qui a beaucoup de potentiel. Puis également les débuts professionnels de 2 boxeurs, Éric Basran et Derek Pomerleau. Bon, Ouais, faut que je sois honnête, là, je connais pas ces boxeurs-là, mais ben, Basran est Éric quand même, Bastran, on dit qu'il y a beaucoup de potentiel. Puis encore une fois, tu sais, Yvon Michel réussit toujours à attirer dans son giron ces boxeurs-là qui ont énormément de potentiel. Tu sais, il y en a mais des fois, il ne va pas en embaucher, mettons, une vingtaine, là, tous ceux qui ont été champions canadiens, je vais les embaucher, un peu ce qu'on a vu chez Eye of the Tiger, Management. Mais il réussit toujours à mettre la main, là, sur, celui qui est peut-être étiqueté, là, comme, peut-être un des plus beaux espoirs ici au pays. ben, l'agent libre qui était le plus haut niveau au Canada, c'est clairement, Éric Bastran. Il est allé le chercher. Puis du côté de Pomerleau, là, Pomerleau était vraiment le meilleur boxeur du Québec, là, à potentiellement vouloir passer chez les pros. Et ce qui est arrivé avec Pomerleau, puis là, j'ai pas le droit de nommer les noms, c'est ils l'ont mis en sparring, puis ils ont dit: «Prouve-nous que on devrait te signer». Il a survolé, des boxeurs qui ont déjà des fiches de 4-5-0 que je ne vais pas nommer. Donc, il a tout de suite été signé. Puis j'ai déjà 2 anecdotes en 33 minutes, je vais t'en sortir une autre. L'adversaire d'Éric Pomerleau, Daniel Beaupré, en 2017, il a gagné un combat en 8 secondes au Nouveau-Brunswick. Je pense que c'est le record du pays ou de la province. Et là, il disparaît jusqu'en 2022. C'est qu'il a fait une petite gaffe, il a vidé 3 chargeurs de fusil sur un char de police. Il était pas de bonne humeur. 4 ans de prison, il est transformé et là, il revient ici prêt à relancer sa carrière, mais contre Pomerleau, je pense qu'il relancera pas grand-chose, ce sera pas facile. Puis Tim Chemly, juste Francis, parce que je veux que tu sois bien attentif pendant le combat, tu vas voir Chemly très doué à l'attaque, mais rien en défensive. Là, tu vas te dire: «Hey, il lance bien, belle main avant, belle main arrière». Mais quand Pellerin, quand, Barrière, ça va être à son tour, tu vas te dire: «Mais pourquoi ses mains sont basses comme ça?» ou «Pourquoi il tend le menton vers l'adversaire?» Tu vas voir, c'est pas te on repassera pour la défensive. Fait que ça risque de donner tout un spectacle. Je regardais, également dans le calendrier à venir, au Québec, on voyait Steven Butler qui est très, vocal, hein, pendant les Eye of the Il va Tiger, là, finir. on voyait donner, ses conseils et surtout encourage beaucoup ses partenaires de promotion. Heu, pour la finale, Éric Bazignan, tu sais, d'une certaine manière, on a hâte que ça décolle, hein. On se souvient, il était avec, la promotion dont j'ai, aujourd'hui, oublié le nom.
Rixa Heu Promotion. et voilà. Hem, bref, Ouais, du coup c'était lui qui était un peu fer de lance. On lui a donné des titres mineurs et tout, puis là c'est comme une certaine impression que ça stagne un peu, là, parce que ouais, ça va être son 27e combat. ça stagne un peu, puis on a pris des décisions conservatrices dans sa carrière. Tu sais, un jour, il y a eu un appel pour affronter, Rohan Murdoch en aspirant numéro un. On a décidé de laisser faire, que c'était pas le temps, puis on prend notre temps. Puis on verra, puis ça se peut que ça se peut que ça fonctionne. Je le disais dans Francis, le préambule, ouais, oui, tu as oublié la je le disais dans finale le de Maslow préambule, McDonnie, puis là, j'avais pris des notes sur ce combat-là. oui, bon, Laszlo McDeniz, qui est quelqu'un qui a le cœur sur la main, hein. Il y a beaucoup de Ah oui, bénévolat oui, sur la oui. rive sud de Montréal, hein. Lui, il est allé étudier le métier de pizzeria. Je me rappelle pas du nom, le métier avec son oncle à New York. Il est revenu ici, puis il a acheté 2 restaurants, puis il fait la une fois par mois, il va porter 20 extra larges, puis 48 canettes de liqueur au métro où se tiennent des itinérants. Mais là, je veux parler du boxeur. Lui, là, il était en championnat canadien contre, tu le connais bien, Arthur Biarslanov. Puis là, on pensait qu'il s'en allait, ben, se faire battre parce qu'il était jeune. Il t'a passé une main gauche, Biarslanov s'est ramassé, cul par-dessus tête. L'aréna a failli exploser. Puis là, Biarslanov était insulté, gagné les 2 rondes suivants. Puis là, ça a mis Agdeni sa map. Mais l'adversaire qu'il affronte là, jeudi, je pense pas que ça plaît à tout le monde dans son équipe parce que c'est dangereux. C'est un autre de mes fameux adversaires mexicains qui ont subi la défaite à 15, 17 puis 18 ans, que là, si tu regardes juste sa fiche, tu te dis: «Ben, il est pas très bon». Mais à son dernier combat, il a perdu une split décision contre un prospect d'assez haut niveau au Mexique et là, il vient ici. Je vous avertis, on va avoir un combat serré, puis peut-être une décision des juges, qui ferait scandale. Ça, c'est ma prédiction pour jeudi soir. Ouais, ben, je regarde, là, il est déjà allé se battre, en Pologne, puis il avait, arraché Gagner le une titre victoire par polonais. décision, majoritaire, donc je veux Là, dire, comme Francis, on va dit, falloir que hein, tu quand m'expliques comment un Mexicain peut gagner le titre de la Pologne, en Pologne, parce que sur ce combat-là, le titre de la Pologne est en jeu. Éric Encina, doit pas être très polonais dans l'âme. ah, ben, c'est un des mystères dont seule la boxe a le secret. Donc on l'a reçu ici en premier, un combat, qui pourrait être, compliqué pour, Oh oui. Maslow McDeniz. Ouais, Vincent Je l'ai Morin, mentionné dans le parler de main morte avec les 2 derniers combats. oui, vraiment, c'est du matchmaking, qui est ben, on le sait, hein, c'est pas des conditions, faciles, là, présentement, là, pour trouver des adversaires. Donc des fois, ben, c'est ça, la marche est un peu plus haute. Ouais. Je le disais au début, il y a la «saga», si on veut, entre guillemets, qui sera les prochains adversaires de Canelo Alvarez? Bon, là, notre ami Mike Coppinger disait, ben, là, il y avait une entente avec Eddie Hearn, ça va probablement être Bivol et ensuite Golovkin. Finalement, Canelo a dit: «Non, non, non, c'est pas encore signé», mais je veux dire, les médias américains sont bien branchés sur le dossier Canelo, qui est le boxeur le plus populaire de la planète. Est-ce que tu es ravi de cette séquence d'adversaires-là ou tu aurais, aimé mieux ou tu es cynique en te disant: «Ben là, Canelo va affronter Golovkin à 168 livres, Golovkin rajeunit pas». Heu, Ben, la fin de mois approche, là, puis ça m'impressionnait de voir les montants qui étaient lancés. PBC qui revient oh, c'est drôle ça dans l'histoire de Canelo. On a tous les montants. Il revient en charge avec 100 000 000. PBC revient en charge avec 100 000 000, mais Charlot, je pense, s'est fait prendre pour, une histoire de violence, pas conjugale ou familiale. Fait que là, ça a comme mis un peu PBC de côté et là, on apprend de l'autre côté 85 millions. Mais je le déteste pas, moi, ce plan-là, parce que Bivol, ça a toujours été pour moi intriguant contre Canelo. Parce que si je te demandais de me nommer un boxeur plus lourd que Canelo, mais qui peut rivaliser avec sa vitesse et sa science de boxe, probablement que tu me sortirais le nom de Bivol. Tu sais, Bivol, c'est un scientifique, c'est quelqu'un qui
est très calculateur, très conservateur, qui se met pas nécessairement en danger. Ça peut être intéressant contre Canelo. C'est juste que j'ai hâte de voir comment Bivol va faire pour gagner des rondes contre Canelo s'il il utilise ce style de boxe-là. C'est certain, Francis, qu'on se demande qu'est-ce que peut nous prouver encore contre Golovkin à 168 livres, mais on va tous quand même être devant le téléviseur pour voir, ce combat-là. Fait que moi, Bivol, c'était vraiment un de mes choix préférés, là, les 3 B, Bivol, Benavidez, Beterbiev, je suis content. Fait que si ça commence avec Bivol, je vais être heureux et j'imagine, Francis, là, j'ai tout pensé à ça, je regardais les contrats et j'imagine que les Golovkin, il faut qu'il soit là parce qu'il avait signé 90 millions pour 4 combats avec, DAZN puis Eddie Hearn. Là, j'imagine qu'il doit y avoir des pénalités, fait que ça doit être plus simple de convaincre Canelo de payer Canelo contre Golovkin que de se ramasser avec des pénalités. Fait que j'imagine que c'est ça qui a pesé vraiment parce que, je sais pas, même si les 2 combats étaient compétitifs, je pense que ça va être, trop peu, trop tard pour la trilogie. Ouais, puis avant de penser à que ce combat se concrétise, ben, Canelo devrait battre, comme tu l'as dit, Bivol. C'est peut-être pas gagné d'avance, mais Golovkin doit aussi affronter Murata, au Japon. Est-ce que ça, c'est un combat que tu penses qui va être chaudement disputé? Ouais, c'est pas fait, là, Murata qui est comme génial offensivement, puis des fois plus moyen en défensive, mais ouais, ça va être très bon, puis c'est quand même spécial, hein. Je pense qu'il y a eu le temps d'avoir, 2-3 jeux olympiques entre, l'annonce de Murata-Golovkin puis le 1er coup de poing lancé. Je faisais: ça commence à faire longtemps que ce combat-là a été annoncé, ça doit faire plus d'1 an. Il y a eu des reports, puis On dit toujours, tu sais, c'est compliqué, de gagner en Angleterre, hein? Daniel ah Jacobs ouais. l'a appris, à ses dépens dans son combat contre, John Ryder. Est-ce que tu avais, Jacobs gagnant de ce combat-là ou, avec le recul, tu te dis: «Non, non, ben, c'était vraiment, serré, puis ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre»? Non, non, j'avais Jacob, 116-112. Avec du recul, oui, ça peut-être que faut pas non plus, déchirer sa chemise sa place publique avec la décision, mais la chose que j'ai compris avec ce combat-là, c'est qu'à une autre époque où dans nos attentes d'avant-match, le gagnant de ce combat-là devait être parachuté en championnat du monde ou avoir une place élevée dans un top 5 à 168 livres. Ben, moi, j'ai vu 2 boxeurs que je ne mettrais pas contre l'élite. Tu sais, les 2, je les ai comme tassés, tenez ça loin de Canelo, ou Benavidez là, on n'est pas, Jacob, possiblement qu'il y avait eu un cancer, lui, dans le dos. C'est pour ça que c'est comme l'enfant miracle. On lui avait même dit qu'il ne marcherait plus probablement, mais peut-être, je ne suis pas docteur, là, peut-être que ça l'a rattrapé puis qu'il ne va pas être capable d'être à son pic de carrière, aussi longtemps que les autres, mais j'ai trouvé qu'il avait ralenti. Puis John Ryder, ben, c'est l'Arturo Gatti anglais, là, mais n'est pas Arturo Gatti qui veut, là. Il s'est fait beaucoup frapper aussi, puis pas très génial en défensive, là. À sa place, je me tiendrais loin de l'élite. Tu évoquais le nom de Benavidez tantôt, il était censé affronter David Lemieux au mois d'avril, c'était quoi, à Phoenix? Ça n'a pas encore été officiellement annoncé. Est-ce qu'il y a des développements autour de ça? Tu veux passer, les choses? Parce que c'est quand même un combat, intriguant, même si, Lemieux, se Un présenterait là autre du côté B de l'équation, là. un autre de mes fameuses théories, Francis, puis analyses. J'ai remarqué que quand que nos boxeurs québécois vont se battre aux États-Unis, souvent ça va couler au Québec. On sait ce qui s'en vient, on sait la date. Le promoteur le sait, mais il ne peut pas te le dire. Le boxeur le sait, mais il ne peut pas te le dire parce que dans les contrats, ça appartient au promoteur américain d'annoncer les choses. Mais le promoteur américain, ben, là, je vais te le dire, tu vas être un peu triste, ça ne l'énerve pas bien ben que Francis Paquin et Laurent Poulain ont hâte que ce soit annoncé. Lui, il annonce ses dates, il descend chronologiquement ses affaires, puis à un moment donné, le 28 mars, il va t'annoncer que c'est réglé. Le mieux contre Benavidez à Phoenix. Il est rendu là dans ses annonces. Fait on dépend du promoteur américain qui c'est réglé, mais c'est quand qu'il va nous l'annoncer, ça, la patience est une vertu. Je suis déçu, pourtant on est si, gentil, si affable, mais bon. Ouais.
Pour être gentil, Poisson. on est gentil. En terminant, je m'en voudrais de ne pas rendre, Eye of the Tiger le fait en sonnant la cloche pour, Denis Chapdelaine, là, qui était l'homme derrière l'entreprise qui installe les rings, au Québec, une entreprise familiale, on faisait quelqu'un qui était aussi monsieur Chapdelaine, c'est un entraîneur, a formé des boxeurs, quelqu'un qui était énormément aimé dans la communauté. Puis pour nous, ben, c'est, également Martin Achard, qui est décédé. Martin Achard, c'était pas la personne la plus connue du grand public, mais les amateurs de boxe, le connaissaient parce qu'il était très impliqué sur, les différentes, pages Facebook, groupes de discussion. Il avait aussi collaboré à des sites comme, 12 rounds ou la zone de boxe, Feu, la zone de boxe. C'était vraiment quelqu'un qui élevait le débat dans le monde de la boxe. Tu sais, souvent, là, tu sais, on te dit, tu parlais tantôt des réseaux sociaux, des fois, tu sais, c'est assez polarisant et tout. Martin Achard avait pas peur de ses opinions, mais c'est ça, il élevait le débat. C'était toujours amené de manière respectueuse et pertinente. Il n'avait pas peur d'étoffer ses opinions avec un solide argumentaire. Tu sais, des fois sur les médias sociaux, on n'a que l'opinion, mais lui avait l'argumentaire et Francis, là, je vais te surprendre, des fois, le hasard fait bien les choses. Martin Achard, peu importe où il est aujourd'hui, ben, on lui souhaite un bon anniversaire. Il aurait eu 50 ans aujourd'hui. Tout un Ah, c'est hasard, hein. vraiment tout un hasard, puis C'est c'est son une belle anniversaire. occasion de lui rendre hommage. On voit déjà, les gens le manquent, puis, se demandent ce qu'ils auraient pensé justement de ce qui s'est passé au gala d'Eye Ben of the oui. Tiger avec, que ce soit Simon King ou, Aslanbek Mamoudov aurait eu ses théories pour expliquer, les faiblesses. Il y avait pas de gens qui avaient étudié la boxe comme lui, parmi, les amateurs. Non. Non, non, Écoute Laurent, ça et fait, moi le tour, non, mais moi, je voulais juste te dire, des fois, il me manque Martin Achard dès le matin quand je me lève, puis je vois des annonces parce que tellement comme impliqué, ben, pas im mon cerveau est tellement tout le temps en mode boxe que des fois, c'est des petites affaires, puis là, je me dis: «À qui je pourrais en parler? C'est bien trop anodin». Parce que Martin, lui, embarquait dans toutes mes théories, puis là, je disais j'avais tout le temps des complots. Tu sais, je vais donner un exemple. Tu sais, le matin qu'Eleider Alvarez s'est ramassé aspirant numéro 8 à Kovalev, là, et je le savais qu'il y avait pas de fumée sans feu. Depuis quand qu'un aspirant obligatoire était classé? Ça, c'est les affaires que Martin, il tripait. Il allait ouvrir le livre des règlements de la WBA, puis là, il me traduisait l'extrait de loi, puis là, on se faisait des scénarios comme ça. Fait que maintenant, je fais mes scénarios tout seul dans ma tête. Laurent, merci beaucoup pour ces, anecdotes. Ben, c'est ce qui fait le tour, pour, l'actualité, boxe, de cette semaine. Mais comme à d'habitude, hein, je vous invite, à visiter le rds.ca/balado-diffusion ou encore l'application iHeart pour, découvrir tous les contenus qui vous sont proposés. Et puisque tu étais notre invité cette semaine, Laurent, ben, j'invite les gens à visiter la page Facebook, Boxing Town Québec ou encore l'excellent balado Laurent s'écoute parler où, justement tu as fait un épisode hommage, à Martin Achard que j'invite là les gens à découvrir sur, toutes les plateformes que vous connaissez. C'était vraiment très poignant. On sentait toute l'émotion et le respect que tu lui portais. Donc au nom de Félix Payet à la mise en onde, Luc Dansereau à la production, Laurent Poulain, ici Francis Paquin qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à bientôt.